À la tour Yuyong, Chen Dalai se tenait seul sur la terrasse, les yeux fixés sur les épées scintillantes à sa main. Perdu dans ses pensées, Chen Dalai se souvint de l'épée laissée par Lei. Il commenta la netteté et la ténacité, réalisant qu'elle pouvait résister à la puissance de la hache Ghostface. Chen Dalai a également reconnu sa valeur importante, sachant qu'il pourrait atteindre un prix élevé. Une question surgit en lui, se demandant si ces épées avaient une signification emblématique ou représentaient un aspect de l'identité de Lei Xingzhe. Curieux, Chen Dalai s'interroge sur la signification de l'épée et sur la véritable identité de Lei Xingzhe. Disposant d'informations limitées et incapable de poser la question au vieil homme, il se sentait frustré et désireux de découvrir la vérité. Soudain, Su Ying est apparue derrière Chen Dalai et lui a demandé pourquoi il était encore éveillé à une heure si tardive. Elle a mentionné qu'elle avait remarqué un changement chez lui depuis son arrivée à Yangzhou et se demandait si quelque chose préoccupait Chen Dalai. La réponse de Chen Dalai comportait une touche de confusion lorsqu'il demanda s'il y avait quelque chose sur son visage. Su Ying hésita, ses mots trébuchant légèrement, ce qui impliquait qu'il paraissait quelque peu arrogant. Chen Dalai répéta ses paroles, y réfléchissant un instant, en soupirant. Il a reconnu le temps limité dont il disposait, conscient de l'urgence qui le pressait. Sur la terrasse, alors que Chen Dalai et Su Ying observaient leurs environs, le gardien de la tour Yuyang s'est soudainement approché d'eux. Le gardien a informé Chen Dalai qu'il avait quelque chose d'important à partager. Il a mentionné qu'un invité du Koshi souhaitait rendre visite à Chen Dalai mais craignait de causer des désagréments. Au lieu de cela, l'invité a demandé au gardien de transmettre un message à Chen Dalai. Chen Dalai s'est dit que la nouvelle des événements précédents avait dû se répandre, atteignant ainsi son objectif de se faire un nom, même si c'était un peu déroutant. Il a ensuite demandé l'identité du visiteur et le gardien a expliqué que c'était Zheng Xing, qu'il avait invité à la conférence sur le débat sur le trésor ce soir-là. Plus tard, à l'intérieur du complexe de Koshi, Chen Dalai a été chaleureusement accueilli par Xing. Xing a exprimé sa surprise quant à son arrivée à temps, mentionnant qu'ils avaient discuté de Chen Dalai juste avant son apparition. Chen Dalai a expliqué qu'il avait eu l'intention de rendre visite à Liu la nuit précédente mais qu'il était préoccupé par les tâches quotidiennes. Xing a ensuite invité Chen Dalai à l'intérieur, exhortant tout le monde à se rassembler et a annoncé que la conférence sur le débat sur les trésors serait divisée en 3 parties, la nourriture, la beauté et les trésors exotiques. Il demande alors que l'exposition commence. Pendant ce temps, Chen Dalai était assis à sa table, observant son environnement alors que l'événement commençait. Une personne a mentionné qu'il avait transporté 10 seaux de perles de nuit, ressemblant à l'apparence de leur défunt père, et l'a hardiment reconnu comme leur parrain. Une personne a alors commencé à discuter de ces célèbres gâteaux de la famille Wu. Une autre personne a exprimé son intérêt et les a encouragés à partager davantage. Cependant, il y a eu une interruption momentanée lorsqu'une autre personne a demandé que le vendeur de gâteaux soit expulsé. Mais après avoir réalisé qu'il avait une femme nommée Pan, il a décidé de poursuivre la conversation. En discutant avec Chen Dalai, Zheng Xing, tenant une tasse de thé, lui a demandé de manière ludique pourquoi il ne mangeait pas les plats, suggérant que peut-être la nourriture ne convenait pas à son goût. Chen Dalai a répondu en disant qu'il avait déjà mangé quelque chose auparavant et a mentionné que Yangzhou était un petit endroit. En termes de nourriture et de vie, il était encore extensible. Il a exprimé sa déception que Yangzhou ne puisse même pas produire un plat que l'on puisse manger. Néanmoins, il a déclaré qu'il ne voulait pas causer de problème et a suggéré de mettre le piment qu'ils avaient apporté dans la cuisine afin que les cuisiniers puissent l'utiliser pour préparer des plats et les envoyer. Peu de temps après, des individus sont arrivés avec de la vaisselle. Zheng, tout en mangeant, a interrogé Chen Dalai sur les ingrédients que Chen Dalai avait ajoutés à la nourriture. Chen Dalai a fièrement révélé qu'il possédait une épice spéciale de sa ville natale appelée piment. Louant sa capacité à éloigner le froid, à donner du parfum aux aliments et à rehausser leur goût, l'arôme des plats d'épices a captivé les personnes présentes, un homme s'exclamant devant le parfum tandis que d'autres ont exprimé leur curiosité pour le piment, quelque chose qu'ils n'avaient jamais entendu d'avant. Certains hommes ont invité Zheng à se joindre à eux pour l'essayer. Zheng a décidé qu'il serait impoli de décliner l'invitation. Zheng toussa brièvement, trouvant la nourriture trop épicée. Cependant, il s'est rendu compte que la nourriture épicée pouvait être échangée contre une bonne somme d'argent. Zheng a mentionné à Chen Dalai qu'il avait entendu parler du chargement de poivrons qu'il avait apporté. Chen Dalai l'a confirmé. Zheng a alors proposé un accord, proposant d'acheter les poivrons pour un certain prix. Chen Dalai a déclaré qu'il ne voulait pas d'argent mais plutôt du grain. Zheng a suggéré qu'une quantité de 300 000 livres de riz soit livrée en 7 jours. Chen Dalai a exprimé son impatience et Zheng a suggéré un délai plus court de 5 jours.
Cheng Dalai a déclaré qu'il aurait aimé accepter l'accord, mais qu'il n'avait pas assez de temps et ne pouvait qu'attendre le lendemain. Zeng l'a reconnu et a fait remarquer qu'il serait difficile de trouver quelqu'un capable de fournir 300 000 livres de riz par jour. Cheng Dalai a accepté d'attendre un peu plus longtemps et a mentionné que s'il ne trouvait pas d'accord ce soir, il rendrait visite à Zeng à nouveau. Zeng a ensuite déplacé la conversation et a déclaré qu'il avait montré le segment beauté de la conférence de débat sur le trésor. Il a ensuite appelé quelqu'un pour en parler et a révélé 2 tétines qu'il avait achetées à un prix élevé chez un marchand persan, soulignant leur valeur potentielle en tant que vierges pouvant atteindre un prix élevé dans la capitale. Les pensées de Cheng Dalai se sont tournées vers la notion de trafic d'êtres humains, envisageant la présence de femmes étrangères malgré le manque de contact de l'Empire avec les étrangers. Il ne pouvait s'empêcher de soupçonner que Zeng Xing n'était pas un homme d'affaires ordinaire de Pékin. Soudain, Liu Jai a parlé et a exprimé sa fascination pour le vêtement lisse sur les jambes de la femme. Cheng Dalai, légèrement surpris, a répondu par une question, se demandant quand les bas sont apparus dans un contexte historique. Xing, remarquant l'intérêt de Cheng Dalai, proposa de lui envoyer un lot de bas s'il les aimait. Cheng Dalai a répondu avec une excitation feinte, imaginant Su Ying les portant et laissant échapper un petit rire embarrassé. Su Ying, reprenant le fil de ses pensées, remarqua de manière ludique son expression contemplative. Poursuivant leur conversation, Xing a ensuite offert à des filles étrangères ainsi que 300 000 livres de riz, suggérant qu'elles pourraient se faire plaisir pendant quelques jours avant que le riz ne soit livré dans 5 jours. Su Ying gardait une expression vide en regardant Cheng Dalai, tandis que Liu Jai semblait découragé. Cheng Dalai, se sentant mal à l'aise, s'est joint à Xing pour porter un toast et a tenté de détourner l'attention des affaires, malgré son expression embarrassée mais secrètement excitée. Xing a suggéré que Cheng Dalai pourrait serrer dans ses bras une femme à gauche et se blottir contre l'autre à droite pour profiter de toutes les bénédictions, affirmant qu'une femme vulgaire normale serait ennuyeuse. Cheng Dalai rit maladroitement en réponse. Xing a offert un verre à Cheng Dalai et lui a suggéré de continuer à boire. Au milieu de la boisson, Liu Jai, qui observait, a soudainement montré sa surprise. Elle serra sa poitrine, semblant inquiète. Su Ying, intrigué par les actions de Liu Jai, la regarda avec inquiétude. L'expression inquiète de Liu Jai l'a incité à appeler Cheng Dalai. Liu Jai a appelé Cheng Dalai, qui lui a répondu en lui demandant ce qui n'allait pas. Elle lui murmura alors quelque chose à l'oreille. Cheng Dalai a écouté attentivement Liu Jai lui faire part de ses inquiétudes. Xing l'a remarqué et a demandé si tout allait bien. Cheng Dalai l'a rassuré, attribuant l'inconfort de Liu Jai au fait d'avoir mangé trop de piment et d'avoir ressenti des maux d'estomac. Cependant, l'expression inquiète de Liu Jai persistait, faisant allusion à quelque chose de plus profond. Interrompant la conversation, un domestique informa Xing qu'une personne à l'extérieur souhaitait vendre quelque chose. Dans l'esprit de Xing, Cheng Dalai a tranquillement rassuré Liu Jai, lui disant de ne pas s'inquiéter. Liu Jai a répondu avec juste un murmure. Xing a rejeté les inquiétudes du serviteur, les jugeant insignifiantes. Il a exprimé sa frustration face à cette interruption, affirmant que cela avait gâché leur plaisir sans raison. Cheng Dalai est intervenu, suggérant qu'il laisse entrer l'homme pour voir s'il avait quelque chose de valeur à vendre. Xing a accepté la demande de Cheng Dalai et a permis à l'homme d'entrer. L'homme entra, portant un gros bâton. Cheng Dalai a demandé à l'homme ce qu'il voulait vendre, et Xing a exprimé son mécontentement de rencontrer dans la tour Yueyang des gens qui prétendaient être des chasseurs de trésors experts dans le passé. Il a révélé que son père avait laissé derrière lui une arme. Cheng Dalai a demandé quel type d'arme il s'agissait de son nom. L'homme a expliqué que son père, ancien garde du corps, avait trouvé l'arme dans le nord et l'avait appelée une lance à tête de serpent. Soudain, le système intervint avec amusement à la vue de l'arme. Toujours dans l'enceinte de Koshi, Cheng Dalai se dit à quel point la lance était lourde et, malgré son âge, elle semblait être une pièce authentique. Curieux de connaître le prix, Cheng Dalai a posé des questions sur le coût de l'arme. L'homme a répondu en demandant seulement 100 pièces. Cheng Dalai a été surpris, le considérant étonnamment bon marché. Il jeta un coup d'œil à l'homme avant de demander davantage. L'homme a rapidement baissé son prix, affirmant que 10 pièces d'argent lui suffiraient. Cheng Dalai était déconcerté par cette réduction drastique. L'homme a plaidé, demandant toute forme de compensation pour ne pas repartir les mains vides. Réalisant que l'homme n'était pas conscient de la véritable valeur de l'arme et qu'il avait initialement proposé 100 pièces pour tenter sa chance, Cheng Dalai a décidé de lui laisser les 10 pièces s'il se contentait de cela. Il lança ensuite les pièces à l'homme, qui les accepta avec empressement et enthousiasme. Cheng Dalai lui a alors dit de garder la monnaie. Xing a félicité Cheng Dalai pour l'acquisition du trésor et a exprimé sa curiosité quant à ses spécificités, dans l'espoir d'élargir ses connaissances. Cheng Dalai lui a dit que ce n'était qu'un simple jouet, indigne d'être mentionné,
et lui a suggéré de passer à autre chose. Alors que la conférence de débat sur le trésor se poursuivait, de temps en temps, quelqu'un trouvait un trésor. Les perles de l'océan austral, les joyaux des montagnes du Nord, les bois engloutis de la mer de l'Est, la beauté du Far West, mais rien qui n'intéressait Cheng Dalai. Après la réunion, de nombreux commerçants sont venus le voir, mais ils n'ont acheté que quelques centaines de kilos de poivrons. Cependant, ce n'étaient pas les personnes qui l'attendaient. Ensuite, ils sont retournés dans leur chambre et Cheng Dalai a apporté l'arme et l'a présentée à Zhang Fei. Alors que Zhang Fei balançait l'arme au-dessus, Cheng Dalai remarqua que la capacité de l'arme faisait un bruit semblable à celui d'un dragon. Zhang Fei a exprimé sa gratitude à Cheng Dalai, affirmant que l'arme était bonne à manipuler même si elle était un peu vieille. Il a remercié Cheng Dalai, le désignant comme le maître du village. Le lendemain matin, Cheng Dalai a dit à Dalong de s'asseoir, mais Dalong a humblement refusé, déclarant qu'en tant que prince, Cheng Dalai méritait l'honneur de le faire servir même debout. Confus par la visite de Dalong, Cheng Dalai lui a demandé pourquoi il était venu. Dalong, utilisant un geste énigmatique, a demandé à Cheng Dalai s'il s'était arrêté au milieu de la phrase alors qu'il faisait allusion en utilisant des gestes de la main. Intrigué par ce geste, Cheng Dalai a imité le geste de la main en disant 666. Dalong sourit légèrement, indiquant que Cheng Dalai avait bien compris. Dalong a rassuré Cheng Dalai, le qualifiant de sixième fils, de vieux serviteur qui ne révélerait jamais sa véritable identité. Cela a rendu Cheng Dalai méfiant, se demandant si Dalong avait découvert d'une manière ou d'une autre qu'il était un bandit des montagnes. Cheng Dalai a fait comprendre à Dalong qu'il lui suffisait de comprendre et d'insister pour ne le dire à personne, ce à quoi Dalong a volontiers accepté, montrant son respect en s'inclinant. Les émotions de Dalong l'ont submergé et il a exprimé en larmes comment cela faisait 30 ans qu'il avait quitté la capitale. Il a admis qu'il ne s'attendait pas à ce que le sixième fils ait autant grandi pendant cette période. Cheng Dalai a été intrigué par la référence de Dalong à lui comme au sixième fils et s'est demandé qui était le sixième fils. Évitant le sujet du passé, Cheng Dalai a exhorté Dalong à ne pas s'y attarder, décrivant la vie comme étant orageuse. Dalong, essuyant ses larmes, a reconnu sa réponse émotionnelle. Dalong, en revanche, a ouvertement reconnu que lui, le vieux serviteur, était submergé d'émotions tout en essuyant ses larmes avec les yeux gonflés. Les pensées de Dalong étaient remplies d'émotions alors qu'il se remémorait le passé, se sentant comme s'il avait été transporté à cet automne mouvementé il y a 30 ans. Il y a 30 ans, après la mort de ses parents, Dalong a été confronté à des difficultés extrêmes et à la famine. Désespéré de survivre, il entra au gouvernement et devint eunuque, où il apprit les arts martiaux en tant que garde du palais. Au fil du temps, ses compétences se sont améliorées et il est finalement devenu membre de la garde personnelle de l'empereur. Lorsque l'empereur Ming a fui la capitale en raison de l'invasion du clan de l'anneau et du chaos militaire, Dalong a été séparé alors qu'il chassait à travers les anneaux et s'est retrouvé à Yangzhou. Craignant de retourner au palais, il a pris pied à Yangzhou, grâce à ses compétences de combat, associées à son caractère d'aspirant loup. Il est devenu membre du Cao Gang, mentionnant qu'il avait suivi un chemin sans heurts. Après le retrait du Rin Clan, Dalong n'a pas osé retourner au palais de peur d'être victime du crime. Cependant, il retourne à assister à la cérémonie au cours de laquelle les 14 épées étaient forgées. À part ça, il n'a plus jamais remis les pieds dans la capitale depuis 30 ans. Bien qu'il ait grandi dans le palais, il s'est toujours considéré comme faisant partie de la famille royale. Dalong s'est battu pendant un moment pendant environ 30 ans et a poussé un soupir, reportant son attention sur Cheng Dalai. Dalong a reconnu qu'il connaissait le chargement de marchandises de Cheng Dalai au quai. Il a ensuite exprimé son intérêt pour l'achat de la totalité du navire à Cheng Dalai. Cependant, Cheng Dalai a simplement déclaré qu'il exigeait de recevoir des céréales en échange des marchandises. Dalong s'enquit rapidement de la quantité spécifique de céréales souhaitée par Cheng Dalai. Cheng Dalai a répliqué, déclarant qu'il voulait 300 000 livres de céréales en une journée. Dalong s'est demandé si cette quantité serait suffisante. Cheng Dalai a été surpris par la demande de 300 000 livres de céréales en une seule journée. Il réfléchit à la faisabilité d'une telle demande et ne put s'empêcher de se demander pourquoi Dalong avait eu l'audace de faire une demande aussi audacieuse, d'autant plus que même Zheng Xing ne pouvait pas y répondre. Sceptique, Cheng Dalai a demandé à Dalong combien il pouvait récolter en une journée. Dalong l'a rassuré, se disant convaincu que l'aide de son gang de vaches, Cheng Dalai, serait satisfait de la quantité le lendemain. Cheng Dalai n'est pas convaincu et affiche une expression maladroite. Avant de quitter la pièce, Dalong a demandé à Cheng Dalai de le retrouver à l'embarcadère le lendemain. Cheng Dalai resta silencieux, réfléchissant à la situation. Après ce moment, Dalong est monté à cheval, appelant de toute urgence les membres de son groupe,
les exhortant à se rassembler rapidement et à le rencontrer sur la jetée. Le son de sa voix résonnait comme une cloche, attirant l'attention de ceux qui dînaient dans les restaurants et vaquaient à leurs activités. Les hommes regardaient par les fenêtres, l'un d'eux se demandant ce que faisait le vieil homme. Un autre homme, intrigué par l'urgence de Dalong, a exhorté les autres à se dépêcher et à se joindre à nous. Dans la forge du forgeron, un homme est entré et s'est adressé à Yin Chun, qui travaillait à forger une arme, en l'appelant Maître Liu. Il a informé Yin Chun du message envoyé par le vieil homme, faisant référence à Dalong. Yin Chun, déjà conscient du message, a reconnu les paroles de l'homme et lui a fait signe de le suivre. Même parmi les travailleurs de rue, certains hommes ont exhorté leurs collègues à se dépêcher. Pendant ce temps, dans le quartier rouge, une femme s'est approchée d'un homme nommé King, lui exprimant son désir de rester avec elle pendant un moment. King, ajustant ses vêtements, déclina poliment son offre, déclarant qu'il avait reçu un message du vieil homme. Il a assuré à la femme qu'une fois qu'il aurait réglé l'affaire, il reviendrait passer du temps avec elle, la qualifiant de manière ludique de doux démon. Suivant l'ordre de Dalong, les membres du gang des vaches, parmi lesquels des rameurs, des forgerons, des ouvriers de rue et des individus du quartier rouge, se sont tous rassemblés sur le quai. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils sont arrivés un par un, venant de divers endroits de Yangzhou. Dalong a confirmé l'arrivée des 10 tigres et des 8 chiens, et ces hommes ont levé le drapeau rouge et ont confirmé leur arrivée. Un homme chauve a interrogé Dalong sur leur tâche avec une expression sérieuse, tandis qu'un autre homme a demandé qui ils avaient tué et combien. Dalong a clairement indiqué qu'il voulait du riz, soulignant la nécessité d'en avoir une quantité substantielle. Dalong a montré un sourire narquois sur son visage, qualifiant ses disciples de singes et leur demandant de se mettre au travail. En réponse, tous les hommes ont respectueusement reconnu les ordres, s'inclinant devant Dalong en signe d'obéissance. Le gang des vaches était une araignée qui avait élu domicile à Southern Boat City. Depuis 30 ans, il crachait de la soie d'araignée et tissait une grande toile. Aujourd'hui, le réseau des gangs de vaches est pleinement opérationnel. Les réserves de riz de la ville ont été emportées par la bande des vaches. Le quai a été acheté par la bande de vaches à bas prix tant que le navire transportant des céréales n'était pas encore accosté. Ils se sont infiltrés la nuit dans le grenier officiel et 4 ou 5 personnes ont volé plusieurs chariots de céréales. Certaines familles nombreuses du gang des vaches ont parlé aux 10 tigres et aux 8 chiens et ont finalement distribué plus ou moins de nourriture. Mais ce n'est que le lendemain, lorsque cette grande toile du gang a été révélée, que les habitants de la ville ont compris que cette grande toile était déjà si immense. L'homme avait montré à toute la ville de quoi il était capable. Le lendemain matin, Cheng Dalai, Su Ying et Liu Jai sont arrivés à la jetée, choqués par la vue qui se déroulait devant eux. Su Ying a exprimé sa confusion et a demandé ce qui se passait. Liu Jai est resté silencieux, observant la situation avec une expression surprise. Cheng Dalai, tout aussi perplexe, a admis qu'il n'avait pas non plus pleinement compris les événements. Cependant, il a émis l'hypothèse que les bonnes personnes n'étaient peut-être pas aussi mauvaises qu'elles le paraissaient au départ. À ce moment-là, Cheng Dalai ressentit une lueur d'espoir pour la montagne du roi Niu. Sur le quai de la ville de Yangzhou, Delon a informé Cheng Dalai que le grain qu'il avait demandé était prêt, totalisant 5000 livres et divisé en 2 livraisons. Delon a ensuite invité Cheng Dalai à rester quelques jours de plus afin qu'il puisse lui rendre hommage. Cependant, Cheng Dalai a refusé, expliquant que sa femme et ses enfants mouraient de faim et ne pouvaient pas se permettre d'attendre. Il se gratta la tête maladroitement, exprimant son dilemme. Delon a semblé surpris d'apprendre l'état civil de Cheng Dalai et s'est renseigné davantage. Cheng Dalai a répondu par un rire gêné, tandis que Su Ying et Liu Jai rougissaient et baissaient les yeux, se sentant timides, ce à quoi Delon était d'accord. Delon a révélé qu'il avait initialement préparé 10 femmes de chambre, en supposant que Cheng Dalai voyageait seul et pouvait utiliser leur compagnie, ce qui a amené le visage de Cheng Dalai à exprimer son enthousiasme. Cependant, comme Cheng Dalai avait déjà des servantes avec lui, Delon décida de ne pas lui alourdir davantage. Il a conseillé à Cheng Dalai, en tant que prince, de se concentrer sur la poésie, la méditation et le gouvernement assidu plutôt que de se laisser séduire par la beauté. Cheng Dalai tomba dans le silence, ressentant un sentiment de tristesse après les paroles de Delon. Plus tard, ils sont montés à bord du navire pour regagner leur place. White Wolf se pencha joyeusement vers le navire, faisant ses adieux à Yangzhou. Gao Feibao a exprimé sa satisfaction pour le restaurant qu'ils avaient visité la nuit précédente et a suggéré d'y aller ensemble la prochaine fois. Cheng acquiesça avec un sourire en enroulant ses bras autour de Gao Feibao. Alors que le navire appareillait, les habitants de la ville leur faisaient signe et les acclamaient. Parmi la foule, une personne a appelé Cheng Dalai à rester et l'a supplié de rester avec eux. D'autres ont fait écho à ce sentiment, plaidant pour que Cheng Dalai reste et vive parmi eux.
Cheng Dalai a interrogé Liu Jai sur les branches de saule lancées vers leur navire, et elle a expliqué que c'était un geste de la part des gens pour leur demander de rester. Le prince Tang a appelé Cheng Dalai, lui demandant d'écrire un poème sur l'événement en cours. Bien que le prince Wu ne puisse pas rester avec eux, le prince Tang a exprimé son désir de recevoir un poème de sa part pour commémorer sa présence. Cheng Dalai, avec un sourire ironique, était conscient qu'il était temps de faire semblant d'assumer à nouveau son personnage poétique. Il ferma les yeux et réfléchit à divers poèmes, cherchant celui qui conviendrait le mieux à l'occasion sans entraîner de conséquences involontaires. En examinant mentalement différents poèmes, il a mis de côté plusieurs options, en considérant leur connotation et leur adéquation à l'époque actuelle. Finalement, il s'est arrêté sur un fragment de poème, même s'il ne se souvenait pas de la première moitié. Cheng Dalai s'est rendu compte qu'il n'avait plus le temps de réfléchir et a décidé d'utiliser ce poème. Avec un sourire sur son visage, il a demandé à Liu Jai d'apporter le vin, signalant le début de la récitation poétique. Levant sa coupe de vin, Cheng Dalai s'est adressé à la foule et a commencé à réciter le poème. Le papier était alors abandonné par les gens nobles et vertueux, et le couteau et le crayon étaient de peu d'utilité, c'est pourquoi il ne faut pas les préférer au vin. Avec une expression joyeuse, Cheng Dalai but alors le vin, déclarant que tout était dans le vin, tandis que Liu Jai se tenait derrière lui, partageant son plaisir. Les gens ont continué à crier, exhortant Cheng Dalai à rester. Certains lui ont exprimé leur amour et leur affection en criant son nom. Cheng Dalai est devenu fasciné, pensant qu'il avait de nombreuses fans féminines. Il ne pouvait s'empêcher de se sentir flatté, pensant avoir attiré un afflux soudain de fans féminines. Les filles ont continué à le couvrir d'attention, l'appelant Prince Zhao et Prince Jailong, leur excitation étant évidente dans leur voix. La confusion a envahi Cheng Dalai lorsqu'il a réalisé que ses fans enthousiastes appelaient en fait Jailong, pas lui. Il avait honte du malentendu et se sentait légèrement gêné de supposer qu'ils étaient ses fans. Réalisant son erreur, Cheng Dalai a appelé avec joie Jailong, qui se cachait dans un coin, et lui a demandé de venir jeter un œil. Cependant, Jailong resta caché dans un coin, affichant une expression vide. Jailong a hésité avant d'appeler Cheng Dalai et lui a expliqué qu'il était enfermé dans le restaurant depuis plusieurs jours, incapable de sortir pendant ce temps. Avec sérieux, Jailong a poursuivi, déclarant qu'il avait déjà quelqu'un dans son cœur et qu'il ne ferait pas de deuxième choix. L'expression de Cheng Dalai devint curieuse mais vide, intrigué par la confession de Jailong. Je ne pouvais m'empêcher de vouloir en savoir plus sur la personne. Liu Jai, se joignant à la conversation, a suggéré de manière ludique qu'il pourrait s'agir d'une fille de leur village, se demandant quelle fille pourrait avoir cette chance. Son sourire laissait entrevoir un soupçon de malice. Jailong a frénétiquement nié. Cheng Dalai, taquinant malicieusement Jailong, a spéculé si la personne pour laquelle il avait des sentiments pouvait être une fille d'Apricot Hill. Il a suggéré de manière ludique que le loup blanc pourrait aider à les réunir. Liu Jai a mentionné Liu Bei en plaisantant, ajoutant à l'atmosphère légère. Jailong, se sentant un peu embarrassé, a révélé que la personne pour laquelle il avait des sentiments était en fait sa camarade de classe et a supplié Cheng Dalai de ne pas s'immiscer dans ses affaires personnelles. Pendant que le navire naviguait, Dalong les observait depuis une falaise au loin. Ces hommes s'approchèrent de lui, lui offrant un manteau en raison du vent fort sur l'eau et lui suggérèrent de repartir. Dalong a accepté de revenir. L'homme a mentionné le bateau chargé de marchandises et lui a demandé ce qu'il devrait en faire tout en mettant le manteau autour de Dalong. Il a demandé à son homme de les vendre si possible, mais sinon, d'élaborer un plan pour s'en débarrasser. Dalong a réfléchi aux événements récents et s'est rendu compte que même s'il avait exécuté avec succès un grand spectacle, cela n'était pas nécessairement bénéfique pour la réputation et l'honneur du gang Cao. Il poussa un soupir, anticipant que les jours à venir seraient difficiles. Soudain, un vieil homme s'est approché de Dalong, exprimant sa gratitude pour son travail acharné. Le vieil homme a mentionné qu'il avait entendu parler du succès de Dalong, qui avait collecté 400 000 livres de riz en une journée pour monopoliser le marché du poivre. Il a reconnu que c'était un gros problème, mais avant de pouvoir continuer, Dalong l'a interrompu. Dalong s'est demandé si le vieil homme s'était approché de lui juste pour se moquer de lui. Le vieil homme a exprimé son admiration pour le courage de Dalong et a demandé à acheter un peu de son poivre. Il a mentionné que l'argent était prêt pour la transaction et attendait la confirmation de Dalong pour la vente. Alors que d'autres personnes se rassemblaient autour de Dalong, elles ont exprimé leur désir d'acheter le piment. Un jeune homme a supplié de ne pas être laissé pour compte et a insisté pour avoir une part. Une femme s'est également jointe à nous, exprimant son intérêt pour l'achat du poivre. Même le vieil homme a réitéré sa demande, annonçant son intention d'en acheter. Dalong, choqué par la réponse massive, est resté sans voix, incapable de répondre à leur demande. Il a pleuré en demandant à Cheng Dalai
s'adressant à lui comme au sixième prince, d'avoir pitié de lui. L'un des hommes de Dalong les a alertés du vent fort, leur signalant qu'il était temps de rentrer. Le regard de Dalong se tourna vers leur navire au loin, réalisant que ses doutes antérieurs sur Cheng Dalai n'étaient pas fondés, et lui présenta sincèrement ses excuses. Pendant ce temps, dans la tribu Saïdi, un homme vêtu d'un pull à capuche était assis près d'un feu crépitant, cuisinant de la viande pour son repas. Le bruit du feu crépitant parvint à ses oreilles alors qu'il se préparait à manger. Soudain, il éternua, l'amenant à se demander si quelqu'un pensait à lui ou s'il avait simplement attrapé froid. Cela a révélé que l'homme n'était autre que les Qingzai. Alors que le soleil se couchait et projetait sa lueur déclinante sur le navire, Cheng Dalai s'assit calmement au mât principal, sirota son thé alors que Shenji s'approchait de lui, exprima son inquiétude concernant le fort vent contraire et l'informa que le navire ne pourrait voyager qu'en ligne en zigzag. Il a en outre ajouté qu'il faudrait environ 10 jours pour revenir. Répondant aux informations partagées par Shenji, Cheng Dalai est resté calme et a répondu calmement, exprimant son espoir que rien ne se passe mal. Shenji a rassuré Cheng Dalai avec confiance, déclarant qu'avec le soutien du gang Cao, il n'y avait aucune raison pour que quelque chose se passe mal. Il a souligné que les pirates ou les bandits fluviaux n'étaient pas à la hauteur du gang Cao, indiquant que Cheng Dalai s'inquiétait trop. Cheng Dalai, cependant, a répondu sévèrement, disant à Shenji de se taire. Quelques heures plus tard, sous la nuit de pleine lune, un groupe de pirates s'est rassemblé au milieu du vaste océan. Un pirate a demandé si les moutons à 2 pattes étaient arrivés, ce à quoi un autre pirate a informé le deuxième patron qu'ils étaient enfermés dans la cabine. Un autre pirate informa le deuxième patron que les captifs étaient enfermés dans la cabine. Le grand patron leur a demandé d'aller à Pékin pour y décharger les marchandises, car les grandes personnalités de là-bas aiment les marchandises. Cependant, le pirate a posé des questions sur les 2 gros moutons. Un autre pirate a relayé la nouvelle de son grand patron envoyé de Yangzhou, déclarant que le navire cible arriverait bientôt, et que le patron y avait déjà envoyé la belle-sœur. Les pirates ont discuté de leur projet d'attaquer le navire une fois qu'ils seraient entrés dans leur encerclement, dans l'intention de tuer les personnes à bord tout en laissant le navire intact. Un autre pirate a rassuré le deuxième patron, mentionnant qu'il y avait plus de 50 personnes à bord du navire, dont un noble comme chef. Ils anticipaient la peur du noble face à une épée. Avec confiance, le pirate a affirmé que rien ne s'était jamais mal passé lorsque Skull Island était impliqué. Ils ont exhorté tout le monde à se mettre au travail. De retour sur le navire de Cheng Dalai, Shenji s'est approché de lui, lui apportant des nouvelles de plusieurs survivants sauvés de l'eau et affirmant avoir été attaqués par des pirates, cherchant refuge sur leur navire. Douteux, Cheng Dalai a décidé de les vérifier lui-même. Tandis que Cheng Dalai et d'autres regardaient les survivants, une femme du groupe a plaidé en faveur de Cheng Dalai, le qualifiant d'homme gracieux, et a demandé son aide pour les sauver. En réponse, Cheng Dalai les a interrogés sur leur situation, se demandant pourquoi ils étaient en mer. La femme a expliqué qu'ils avaient eu l'intention de retourner dans leur ville natale avec leur maître, mais qu'ils avaient rencontré des pirates en cours de route. Malheureusement, leur maître et sa femme furent tués par les pirates, et seuls quelques-uns d'entre eux réussirent à s'échapper. Elle a humblement supplié Cheng Dalai de faire preuve de miséricorde et de les sauver. Cheng Dalai soupira, reconnaissant les dangers qui existaient en mer et l'importance de s'entraider en cas de besoin. La femme a exprimé sa gratitude à Cheng Dalai. Finalement, elle a dit avec flirt qu'elle rembourserait son bienfaiteur même si elle devenait une vache ou un cheval dans sa prochaine vie, accompagnée d'une expression séduisante et d'un toucher sur sa poitrine. Cheng Dalai, déconcerté par sa remarque, a remis en question son choix d'être une vache ou un cheval, suggérant qu'elle devrait plutôt donner sa vie. Confus, la femme a répondu, soudain, Cheng Dalai a dégainé son épée, le visage rempli de frustration et d'intention de tuer. Il a massacré tous les hommes survivants accompagnant les femmes et a choqué la femme par ce qui s'était passé. La femme a vu du sang éclabousser partout. Shenji, perplexe, a interrogé Cheng Dalai sur ce qu'il faisait, mais Cheng Dalai a ignoré la question de Shenji. Cheng Dalai, son épée à la main, a menacé la femme de manière menaçante, déclarant qu'il pensait qu'elle savait ce qu'il fallait pour continuer à vivre et remettre en question son caractère moral. De plus, il a mentionné qu'il y avait un dicton dans ce monde selon lequel la mort valait mieux que la vie. Cheng Dalai a sévèrement demandé à la femme de répondre rapidement à une question et d'affronter sa mort avec flatterie.